Bonjour à tous, ravi de vous recevoir pour ce webinaire sur la réalité augmentée et donc quel impact ça peut avoir sur votre taux de rendement synthétique. On va commencer par se présenter peut-être en attendant que les gens puissent se connecter. Louis, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc Louis Berger, moi je suis chef de projet chez Spectral et mon rôle est d'accompagner donc, nos clients sur l'utilisation de notre solution et donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Ouais. Donc bonjour à tous, moi c'est Johan Kurt, je représente la société Roots Industries et je travaille actuellement en collaboration avec Spectral. Je suis chargé du développement de cette solution chez un client dans le domaine pharmaceutique. Voilà, et donc moi c'est Baptiste Moget, je suis CMO chez Spectral et je pilote tout ce qui va être marketing. Donc le principe de ce webinaire, en fait, on va bien sûr passer nos slides, etc. C'est un webinaire qui se veut très pédagogique. On n'est pas vraiment là pour faire la pub de ce qu'on fait. Et l'idée surtout, évidemment, si vous voyez sur votre droite, vous avez un petit chat. N'hésitez pas à poser des questions. On a quelqu'un qui est là, Julie, qui a pu se présenter, mais qui est là pour répondre à toutes vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas. On va commencer dans 1 ou 2 minutes. On attend de voir s'il y a d'autres gens qui se connectent et puis on va lancer tout ça. Voilà. Alors déjà, il y en a qui, si vous voulez, dans le chat, nous dire un peu si vous êtes familier avec le sujet de la réalité augmentée ou pas du tout. Si c'est vraiment quelque chose que vous explorez ou c'est vraiment nouveau, n'hésitez pas à nous écrire ça dans le chat, qu'on ait un peu une idée de votre connaissance, en tout cas sur le sujet. Ça peut nous intéresser. Et puis, peut-être qu'on adaptera du coup un peu la présentation. Voilà. Ok, donc Mokhtar nous dit par exemple qu'il est dans l'exploration totale, donc c'est hyper intéressant. Nasser aussi. Ok, on a essayé de faire une présentation qui allait dans ce sens, hein. Vous allez voir, on va essayer de vulgariser au maximum. Donc surtout s'il y a des choses qui sont pas claires, vous nous le dites et on essaiera d'adapter notre discours. Ok? Ok. On commence, on lance. Allez. C'est parti. Alors, déjà, on va commencer en intro par vous expliquer ce qu'est la réalité augmentée industrielle. Parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Il y a, je vais pas dire du fantasme, mais presque autour de ces sujets-là. Et donc, l'idée, c'est de vous donner un peu une idée concrète de ce que ça représente. Alors, une définition très, très, très simpliste du sujet, c'est qu'en gros, la réalité augmentée, c'est quoi? Ça consiste à superposer alors, des éléments digitaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des informations, des médias, des choses que vous pouvez voir en fait, qui n'existent pas, et donc à l'environnement réel. Donc, c'est vraiment affiché dans votre environnement, devant une machine, devant ce que vous voulez, devant vos yeux, des informations complémentaires qui vont venir vous aider à comprendre votre environnement, à l'analyser ou à l'interpréter. Voilà. Je pense que tout le monde a l'idée voilà, de ce que je vous montre. En fait, il y a eu deux choses, enfin une chose en tout cas il n'y a pas longtemps qui a permis de vulgariser un peu le sujet de la réalité augmentée, c'est Pokémon Go. Alors je ne sais pas si on a des joueurs ici ou des gens qui ont joué, mais c'est quoi en gros? C'est vous vous baladez dans la rue avec votre téléphone dans la main et vous voyez qu'il y a un petit Pokémon qui apparaît. Donc voilà, en gros, la réalité augmentée, c'est ça. Sur la partie droite de l'écran, vous voyez que en scannant une rue, on arrive à voir qu'il y a un restaurant, il y a un hôtel, il y a un café, une borne Wi-Fi, etc. autour de nous. Donc en gros, ce qu'on fait ici, ce qu'on voit, c'est des informations qui sont contextualisées dans un environnement réel. Voilà. Donc je pense que c'est assez clair. Et donc pour illustrer ça encore plus, en fait, et pourquoi en fait on a
la réalité augmentée dans l'industrie et pourquoi il y a des entreprises comme nous qui travaillent sur le sujet, eh bien, en fait, c'est pour répondre à des cas d'usage, à des usages qui peuvent être complexes à réaliser. Et ce qu'on va vous montrer, en fait, c'est, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont une idée sur un cas, en fait, de la vie de tous les jours où vous pouvez vous dire, si j'avais la réalité augmentée, je ferais ça peut-être mieux ou je serais plus à l'aise. Donc, je ne sais pas si vous avez des idées par rapport à ça. N'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et puis sinon, on va vite venir au sujet dont je veux vous parler. La conduite, ça pourrait être un très très bon exemple. C'est pas l'exemple dont je vais vous parler, mais effectivement, ça pourrait être génial de savoir qu'il y a une voiture qui arrive à gauche, effectivement mes informations GPS s'affichent dans mes yeux. D'ailleurs, ça existe un peu déjà sur les écrans, sur les casques de moto et sur des écrans dans la voiture. La maintenance industrielle, ouais, évidemment. Alors ça, on va y venir. Et avant, voilà, je voulais vous parler d'un truc, les guichets à la préfecture, ça c'est pas mal. C'est Ikea. En fait, je pense qu'on a tous galéré un jour à monter un meuble Ikea, à pas comprendre le mode d'utilisation en fait et la notice en fait de montage. Et en gros, qu'est-ce qui se passe quand on monte un meuble Ikea? Bah, parfois, on se dit qu'on ne sait pas faire. Alors, on ne sait pas faire parce que, je sais pas, on ne sait pas percer un trou, on ne sait pas monter quelque chose. Donc, ça peut être compliqué. Il y a le sujet aussi, on a tous connu, on a monté un meuble, soit avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants ou ses parents, et ça part un peu en cacahuète, c'est-à-dire qu'on finit par se fâcher parce que y en a un qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, on s'accuse, on fait des erreurs, et ça ne va pas. Et enfin, quand on monte un meuble Ikea avec une notice et qu'on n'y arrive pas, on peut se dire aussi, bon, je suis en train de perdre mon temps. Voilà, c'est des petits sujets de la vie de tous les jours qui peuvent arriver. Et en gros, ce qu'on voulait vous montrer, c'est voilà, demain, imaginez la réalité augmentée donc, chez vous, et ben, ça pourrait ressembler à ça. C'est-à-dire que vous avez une cuisine à monter. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous avez un caisson, vous avez un deuxième caisson et vous devez suivre la notice qui est à côté de vous pour pouvoir monter votre cuisine. Eh bien, demain, imaginez que vous avez des lunettes devant les yeux, d'accord? Et que ces lunettes, en fait, elles vous permettent de voir la position du premier caisson, de savoir où fixer le deuxième caisson par rapport au premier caisson, et que sur la gauche, vous voyez en bleu, vous avez la petite notice qui s'affiche et qui vous dit « Fixez le caisson 2 à la droite du caisson 1 ». Bah, je pense que ça nous changerait un peu la vie, en fait. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, pour monter ma cuisine, ça m'aiderait énormément, sachant qu'en plus, j'en ai bientôt une à monter. Et donc, voilà. Donc, en gros, la réalité industrielle, augmentée industrielle, on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va venir donner des indications et des positions à des opérateurs pour les aider à faire leurs tâches de tous les jours. Et évidemment, comme le dit Louis dans le chat, affichage tête haute des informations. C'est-à-dire que vous n'avez plus à pencher la tête pour lire un manuel. Vous avez les mains libres et vous pouvez travailler comme ça. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour vulgariser ce qu'était la réalité augmentée et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc si on ramène ça au niveau de l'usine, à quoi ça va ressembler? Ça va ressembler plutôt à une chose comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est-à-dire qu'on a un technicien, un opérateur qui a son casque de sécurité, qui en dessous a une lunette de réalité augmentée et qui va voir, là ici devant une installation, ce qu'il doit faire. Donc à droite, on a une liste de tâches, devant, on a des instructions et à gauche, on a des médias qui doivent être voilà, des opérations à réaliser. Ça peut être des photos, ça peut être tout un tas de choses. Voilà. Donc Louis le dit, il précise, il a raison, l'information elle est disposée au bon endroit et au bon moment. C'est-à-dire qu'un opérateur, il va arriver devant un poste de production avec ses lunettes, par exemple, et il va voir ce qui est projeté. OK? Et ce qui est projeté, ça va être ce que vous aurez décidé de projeter, encore une fois.
Je vois une question de Mokhtar qui est hyper intéressante à laquelle Louis a répondu. C'est est-ce qu'il est possible d'interagir avec ce qui est projeté? Par exemple, tourner des pages du chapitre 1 à gauche. Évidemment. Donc, c'est tout l'intérêt de la réalité augmentée aussi. Ce n'est pas qu'un affichage d'informations. Vous allez pouvoir interagir avec ces informations. Vous allez pouvoir effectivement répondre à des questionnaires. Vous allez pouvoir tourner des pages. Vous allez pouvoir redimensionner une photo qui s'affiche. Tout un tas de choses. Tout le monde a vu le film Minority Report, je pense. Tout le monde a ces images en tête. À l'époque, ça avait fait, voilà, c'était vraiment le futur. On arrive vers ces choses-là, quoi. C'est-à-dire que vous avez des choses qui s'affichent devant vous et vous pouvez interagir avec elles. Vous pouvez valider, vous pouvez faire tout un tas d'actions. Voilà. Ouais, Mokhtar confirme. Effectivement, on est vraiment là-dedans aujourd'hui, quoi. Donc, on n'est pas encore avec des lunettes très très fines, etc. Le hardware prend un peu de place, mais on est là-dedans. On est vraiment là-dedans. Ouais, il y a une question qui est intéressante sur les environnements sombres ou très éclairés. Sur les environnements sombres, donc Chi, en fait, ce qui se passe, c'est que on va bien voir. En revanche, là où c'est un peu plus compliqué, c'est sur les environnements très éclairés, et notamment quand c'est éclairé avec la lumière naturelle du jour, du soleil, où là, pour le coup, dans une lunette, l'information va être moins visible, mais c'est un petit peu on va dire le point. On a atteint le niveau de, comment dire, le mot ne vient pas, désolé. On va dire que c'est une des limites, voilà, c'est de la réalité augmentée aujourd'hui, c'est que la lumière naturelle du jour vient un peu en pâtir sur la qualité d'affichage des informations dans le champ de vision de la personne. En revanche, quand on est dans un environnement sombre ou en tout cas intérieur, il n'y a pas de problème, on voit très bien et ça se passe plutôt bien. Et du coup, c'est un peu comme n'importe quel écran au final. Oui, c'est-à-dire que quand vous avez le soleil qui donne très très fort sur votre écran d'ordinateur ou sur votre télé, eh bien, vous voyez moins. Là, on va retrouver un peu la même problématique. Alors, on a une deuxième question de Bruno à laquelle on va répondre tout de suite parce que c'est une question qu'on nous pose tous les jours. Ouais. Et je vais laisser Louis répondre. Et du coup, Bruno, donc c'est une très bonne question pour rappeler pour les gens. Donc, est-ce qu'on peut porter la lunette sur une journée complète ou pas? Nous, on vous conseille non. En fait, il faut l'objectif, et c'est aussi ce qu'on va vous apprendre aujourd'hui, c'est à identifier finalement les cas d'usage où sur une opération qui va durer initialement une heure, finalement, on va utiliser la lunette qu'une demi-heure. Et l'idée, c'est pas de l'utiliser toute la journée, mais sur des opérations précises qui sont sur un moment précis de la journée, qui ont une valeur ajoutée importante pour votre ligne de production, etc., etc. Donc, nous, on ne conseille pas en tout cas une utilisation complète sur toute la journée parce qu'effectivement, à la fin de la journée, on a un peu la tête comme ça. Et en parallèle, Microsoft, par exemple, nous, on travaille avec les HoloLens de Microsoft qui recommandent une utilisation inférieure à 3 heures. Donc, pour votre information. Voilà. Voilà. On va essayer de répondre aux questions au fur et à mesure et surtout, si on loupe vos questions, nous, on y reviendra et puis on pourra peut-être faire un débrief soit à la fin. De toute façon, à la fin, on a un Q&A de prévu et sinon, évidemment, on répondra à toutes les questions par écrit. Voilà. Alors, on va enchaîner sur le deuxième sujet maintenant qu'on a un peu introduit le sujet de la réalité augmentée. Et là, on va rentrer un peu dans le détail et surtout, en gros, la RA, c'est bien, mais opérationnellement, en quoi ça me fait gagner de la performance? Alors, les enjeux globalement de la réalité augmentée industrielle, c'est quoi? On peut nommer 3 points. Ça va être diminuer les temps d'arrêt machine, c'est ce qui est à l'écran évidemment, améliorer la qualité globale et sécuriser les opérations. OK? Chez nos clients, globalement, les enjeux tournent autour, alors parfois du 3e point, très souvent autour des 2 premiers points, c'est ce que va adresser la réalité augmentée, quoi. La réalité augmentée, c'est encore une fois, c'est pas gadget, c'est pas un joujou, c'est pas pour faire comme dans les films ou quoi que ce soit. On est là pour adresser des sujets qui sont très héroïstes, très terre à terre, et ce qu'on veut vraiment adresser, c'est ces 3 points-là et rien d'autre en fait. Une usine, elle est là pour tourner, elle est là pour produire, elle est là pour avoir des produits de qualité, tout en étant en sécurité pour les opérateurs. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Et c'est vraiment les 3 enjeux de ce sujet-là. Alors, si on rentre un peu dans le détail de tout ça, et qu'on parle du TRS et du taux de rendement synthétique, et après, je passerai la parole à Johan, qui vous a préparé un super exemple. En gros, qu'est-ce qu'on adresse?
Donc, le taux de rendement synthétique, on peut le calculer de plusieurs manières. Donc, c'est détaillé ici, mais on ne va pas rentrer dans le détail de ces calculs. En gros, il y a 3 sujets: la qualité, la performance et la disponibilité. Donc ça, c'est quand on est dans une usine, c'est vraiment 3 critères, 3 ratios en tout cas qui sont évalués. Et sur chacun de ces sujets, en fait, ce que vous voyez en rouge, c'est les éléments que la réalité augmentée va venir tacler. Donc en termes de qualité, ça va être les sujets de non-conformité. Sur la performance, ça va être évidemment les cadences. On va augmenter les cadences. Et sur la disponibilité des machines, ça va être les temps d'arrêt planifiés et non planifiés. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? C'est les opérations de maintenance préventive et les opérations de maintenance curative notamment. Et nous, on va intervenir sur ces points-là et on va venir les corriger pour que le TRS soit meilleur in fine. Voilà. Je passe la main à Johan. Je vais couper mon micro. On est tous à distance, désolé. Et Johan va enchaîner sur son exemple très, très concret. Donc ici, on a une représentation schématisée de ce qu'est un temps d'ouverture. Donc le temps d'ouverture comprend la capacité démontrée, donc en vert, qui est le temps utile, c'est-à-dire le temps où la machine va produire des pièces conformes. Et ensuite, on a la capacité gaspillée en orange, où là, c'est tous les temps de production des pièces non conformes, le temps des changements de l'eau, des rondes, des nettoyages, des différentes pannes ou arrêts dus à des erreurs ou certains oublis. Et donc, je vais vous expliquer l'objectif de la réalité augmentée. Donc là, on va prendre un cas d'usage. Donc, pour une quantité de pièces prédéfinie, on a un temps d'ouverture de 8 heures qui correspond tout simplement à un poste. Et donc, afin de produire cette quantité de pièces définie, on a établi un temps requis, donc le TR, de 7h30. À ça, il faut venir déduire les différents temps d'arrêt dus aux pannes, au changement de l'eau. On obtient le temps de fonctionnement, le TF. Une ligne, il faut savoir qu'elle ne produit pas toujours à la même cadence. Donc, elle est sujette à des variations de cadence. Une fois qu'on a déduit ce temps, on arrive à un temps net, donc ici de 5h30, qui comprend encore le temps de fabrication des pièces non conformes. Donc, une fois qu'on a déduit de nouveau ce temps de fabrication des pièces non conformes, on obtient le temps utile qui est de 5 heures. Donc, comme on a pu le voir avec Baptiste, pour calculer les différents taux qui nous permettent de calculer le TRS, ici, on voit qu'on a un taux de qualité de 90%, taux de performance de 84% et une disponibilité de la machine de 86%. On multiplie chacun de ces taux entre eux et on obtient un TRS de 65%. Donc, l'objectif de la réalité augmentée, c'est de diminuer cette capacité gaspillée afin d'augmenter la capacité démontrée et donc notre temps utile. On va pouvoir créer des scénarios, donc des scénarios de changement de l'eau, chose que je suis en train de développer justement, comme je le disais au début lors des présentations, de créer des scénarios de rondes techniques, des procédures de nettoyage, des contrôles qualité. Et tous ces scénarios vont en fait permettre de supprimer toutes les erreurs, les oublis, et donc de supprimer les arrêts dus à ces erreurs et ces oublis. Vont permettre aussi d'identifier les risques, mais surtout de gagner du temps sur la réalisation de ces différentes tâches. Donc on va reprendre notre ligne de production, qui a toujours un temps d'ouverture de 8 heures. Et cette fois, pour la même quantité de pièces fabriquées, on voit qu'on a un temps requis de 7 heures. Donc, il faut moins de temps à la machine pour fabriquer la même quantité de pièces. Ça va nous permettre d'avoir plus de temps pour réaliser tout ce qui est maintenance préventive, la maintenance conditionnelle, et donc d'améliorer l'entretien de la machine et d'améliorer surtout son fonctionnement et d'éviter les taux de panne en ligne.
Donc, on voit aussi qu'on est moins sujet aux variations de cadence, étant donné que la machine s'arrête moins souvent, on crée aussi moins de bourrage. On a toujours des pièces non conformes, mais on voit que par la suite, le taux de qualité augmente. Et on voit surtout notre temps utile augmenter, qui était de 5 heures à la base et qui est passé à 6 heures. Donc là, de nouveau, on reprend les différents calculs. Le taux de performance, on voit qu'il est passé à 96%, une disponibilité de 96% aussi. Et donc, de nouveau, on multiplie tous les taux entre eux, où on obtient un TRS de 84%, soit un gain de 19%. Donc voilà l'une des différentes applications grâce à la réalité augmentée. Et donc, je vais rendre de nouveau le micro à cette fois Louis. Je vais le laisser continuer. Ah, pour l'attention. Et du coup, donc je prends le relais. Merci, merci Johan pour tout ça. Et donc maintenant, on va un peu parler des objectifs de la réalité augmentée industrielle et pourquoi finalement aujourd'hui elle a un impact qui est fort. Il y a quelque chose qu'on rencontre chez tous les gens avec qui on travaille aujourd'hui actuellement, c'est le fait qu'il y a un problème de transmission du savoir-faire. Pourquoi il y a un problème de transmission du savoir-faire? On va essayer d'y répondre déjà ensemble. Un des sujets les plus importants, c'est que finalement, il y a des populations qui ont des départs à la retraite, des départs à la concurrence. Et en plus de ça, l'industrie n'attire plus forcément les jeunes travailleurs, les jeunes talents, entre guillemets. Et en fait, ce qui se passe finalement, c'est qu'on a énormément d'intérimaires qui vont, par exemple, rentrer dans les usines et qui vont devoir se former plus rapidement, qui vont devoir être autonomes plus rapidement, qui vont devoir prendre les opérations en main assez rapidement. Et finalement, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'ils n'y arrivent pas à atteindre vite leur niveau d'efficience, à être bien opérationnel. Et donc finalement, l'objectif de la réalité augmentée industrielle, excusez-moi, c'est d'être capable d'offrir, proposer des solutions qui apportent plus de savoir-faire, où on va venir capitaliser finalement toutes les connaissances acquises sur le long des années à travers les différentes personnes qui ont travaillé dans l'usine, mais c'est aussi diminuer les erreurs et diminuer les temps des opérations. Donc on l'a vu là avec l'exemple qu'a présenté Johan, tout ça est vraiment très corrélé finalement à notre TRS donc pour ce sujet-là. Petit aparté, donc là on va avoir un petit graphique où voilà, qui vient simplement expliquer que aujourd'hui les jeunes travailleurs vont de moins en moins en usine. En tout cas, c'est un milieu qui attire de moins en moins, où le taux de difficulté finalement d'emploi est assez élevé et aux alentours de 76% sur des métiers donc qui touchent à tout ce qui est industriel finalement. Donc je vais passer cette slide. Et donc finalement, voilà, les bénéfices qu'on va pouvoir aller chercher avec la réalité augmentée, appliquée dans le milieu industriel et avec des solutions de guidage étape par étape sur des procédures un peu ciblées. L'objectif finalement, c'est de générer de la productivité. Et donc, qui dit productivité, dit des euros qu'on va forcément générer et qui vont apporter un retour sur investissement majeur pour votre usine, pour votre ligne de production, etc., etc. Maintenant, je vais essayer de vous parler un petit peu de comment on est capable d'implémenter une solution de réalité augmentée sur une ligne de production, dans une usine, etc. On a défini on va dire un schéma que l'on retrouve chez tous nos clients aujourd'hui et qui a fait que notre solution, enfin en tout cas, on arrive à déployer une solution de réalité augmentée. La première étape, c'est l'étape la plus importante, c'est la définition des cas d'usage. C'est cette étape-là qui va nous permettre d'adresser les bonnes problématiques et finalement d'apporter des solutions qui répondent finalement aux problématiques que vous rencontrez sur vos lignes de production. On verra dans une slide un peu plus loin quelles sont les différentes questions qu'on peut se poser pour justement définir les bons cas d'usage. Une fois qu'on a fait ça, vient le moment où il faut digitaliser les modes opératoires. Donc selon les solutions du marché, il y a différentes façons de le faire. Donc on vous présentera très rapidement comment on peut le faire aujourd'hui avec Spectral. Une fois que nos modes opératoires sont digitalisés, on va finalement créer le contenu de réalité augmentée qu'on va positionner sur nos différentes machines pour faire en sorte qu'il soit accessible à tous les opérateurs. On va l'affiner, ce contenu,
parce qu'on va essayer d'améliorer la façon dont les choses sont affichées. On va essayer de travailler sur l'ergonomie des contenus, faire en sorte que les personnes fassent le moins d'aller-retour possible. On va tout optimiser pour vraiment vous faire gagner un maximum de temps et diminuer un maximum les erreurs. Et une fois que finalement notre contenu de réalité augmentée est prêt, donc en termes de temps, pour vous expliquer, il faut à peu près une journée de travail pour faire quelque chose de vraiment solide et qui réponde vraiment bien aux besoins du terrain. Derrière, on va pouvoir commencer à former des opérateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes travailler de manière opérationnelle avec la solution. Donc là, il y a toute une politique de change à mettre en place. Il faut avoir une communication très positive avec les gens, bien expliquer les objectifs, expliquer qu'on va pas forcément essayer de enlever leur travail. Bien au contraire, on va essayer de les tirer vers le haut, leur apporter vraiment un assistant quotidien pour qu'ils puissent faire leur travail d'une manière un peu plus, sans avoir avec moins de stress, en étant plus rassurés, en ayant plus confiance en eux. Et c'est des choses finalement. Nous, c'est des témoignages qu'on a eu d'utilisateurs aujourd'hui qui ce sont ce qu'ils ressentent effectivement. C'est plus de confiance et c'est quelque chose de très très positif finalement quand on nous propose ce genre de solution. Et une fois que finalement les opérateurs sont formés, on peut commencer un déploiement. Et ce déploiement, il est essentiel de le faire avec des KPIs qu'on va suivre pour s'assurer finalement qu'on obtient les bons résultats. Et en fonction de l'évolution de ces KPIs, on va être capable, nous, de faire évoluer notre solution, de faire évoluer ce qui est affiché dans la lignette pour justement atteindre les objectifs qu'on se sera fixés initialement. Donc voilà un petit peu comment on est capable très rapidement et de manière assez efficace, comment on est capable de déployer une solution de réalité augmentée sur une ligne de production. Et juste pour démystifier Louis, le sujet, j'espère qu'on entend. Ce que vous voyez dans la timeline un peu qu'on vous a présenté, c'est que le gros du boulot, il est sur la définition des cas d'usage. Et en fait, sur l'implémentation technologique en soi, c'est pas là où on va avoir le plus de difficultés ou là où on va mettre le plus de temps. Voilà. Exactement. Mais en fait, alors, on y reviendra juste après, c'est la slide qui suit. Mais là, pour vous montrer un petit peu quelques exemples de cas d'usage qu'on retrouve chez nos clients. Donc, on va avoir des cas d'usage vraiment très ciblés production avec des changements de série, du contrôle qualité, du vide de ligne, où ça va être des opérations qui vont être très ponctuelles. Mais quand on en a besoin, il faut qu'elles soient bien effectuées parce que derrière, c'est toute une ligne finalement qui est tributaire de ces différents cas d'usage. Et par exemple, quand notre changement de série prend trop de temps, c'est une demande qui va attendre plus longtemps pour recevoir son produit, entre guillemets. Donc ça, c'est les trois premières familles, les trois premiers grands cas d'usage qu'on va traiter. Et côté maintenance, on va avoir plus de choses côté consignation, par exemple, où on a des populations qui vont avoir peur de faire ce geste-là. L'idée, ça va être de leur offrir les bonnes informations au bon endroit au bon moment, gagner du temps sur ces opérations-là, mais surtout sécuriser l'opération, sécuriser l'humain qui va faire cette opération et sécuriser l'équipement sur lequel on va travailler. Alors, tout ce qui est opération de calibrage également, où on va vraiment être sur des opérations très précises, où il va falloir aller dans le détail. Et pour ce faire, encore une fois, il faut qu'on gagne du temps, mais vous le verrez à travers chaque cas d'usage qu'on va essayer de traiter, on va essayer de répondre aux mêmes, on a les mêmes enjeux finalement à chaque fois. Ça va être de diminuer les erreurs, ça va être de gagner du temps sur l'opération, mais ça va être aussi de capitaliser le savoir-faire, ça va être de standardiser des méthodes. On va avoir énormément d'apports structurants, très qualitatifs, qui vont vraiment se compléter parfaitement avec un ensemble de retours sur investissement très quantitatifs. Donc je ne sais pas si ça vous éclaire un petit peu, mais c'est déjà une première piste. Et petit sondage que Julie va vous pousser sur la slide d'avant. Est-ce que sur ces cas d'usage-là, il y a des choses peut-être qui vous inspirent sur vos lignes de production? L'objectif, c'est que derrière, on peut essayer d'en discuter ensemble et vous proposer peut-être des méthodes, en tout cas, pour que vous puissiez vous lancer directement sur ce genre de sujet. Donc, alors, le sondage a été poussé. Est-ce que vous voyez le sondage? Moi, je vois, mais je sais pas. Ouais, je vois. Vous avez en haut de chat, ouais, parfait. Vous avez donc un petit onglet sondage sur lequel vous pouvez répondre. Ouais, et en attendant, juste, je vois une remarque de Marc
le temps que tout le monde réponde au sondage, qui nous dit peut-on voir un exemple comme si on portait des lunettes de RA? Alors là, ça va être compliqué en live. Par contre, on pourra vous envoyer des vidéos où on a la vue en fait exactement de ce que vous voyez quand vous avez la lunette. Donc ça, on pourra vous envoyer un lien vidéo qui montre très très bien ça. C'est pas forcément, c'est une vidéo marketing, mais ça vous montre clairement ce que ça peut donner. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut enregistrer, je sais pas si les gens m'entendent, on peut enregistrer le, on voit en double du coup, on peut enregistrer ce que voit le casque. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà, on a des vidéos à disposition, on pourra vous faire voir, il n'y a pas de souci. Ok. On passe à la suite. Ouais, on passe à la suite. Donc voilà, maintenant, comme on vous l'avait un peu expliqué, un des objectifs finalement pour déployer de manière efficiente, on va dire, la réalité augmentée, c'est bien d'identifier au préalable son cas d'usage, sur quoi on va travailler. Et pour ça, finalement, il y a quelques questions qu'on peut se poser. Les questions, vous les avez à l'écran, je vais les lire. Quelles opérations affectent le plus mes temps d'arrêt machine? Quelle est la source de mon problème? Quelles opérations entraînent des défauts de qualité? Qu'est-ce qui me coûte le plus cher finalement dans tout ça? Quelles opérations requièrent la présence d'un expert? Pourquoi cette présence est-elle indispensable? Quelles opérations présentent un enjeu de sécurité majeur? Quel levier pour améliorer la sécurité? En fait, c'est tous des questions qui vont être liées vraiment on va dire, à l'intégrité de vos processus. L'objectif derrière étant de les rendre 100% fiables, 100% qualitatifs. Et nous, en posant ces questions-là avec nos clients, on a obtenu des résultats très intéressants sur des méthodes, des procédures qui ont été standardisées, où tout le monde avait le même niveau d'information et faisait l'opération de la même manière. De ce fait, on va complètement diminuer les risques d'erreur, les risques de casse d'une machine. On a travaillé avec d'autres clients sur un aspect sécurité qui était très fort. C'était en lien avec la consignation, par exemple. En répondant à ces questions, on a développé un cas d'usage de consignation. Et derrière, c'est des témoignages d'utilisateurs qui se sentaient très rassurés à l'utilisation quotidienne de la lunette pour faire des opérations où avant, ils attendaient finalement à la fin d'un shift pour passer le relais à une autre équipe pour qu'ils puissent faire cette consignation électrique. Donc, c'est vraiment des choses-là qu'on va essayer d'aller chercher en se posant les bonnes questions. Et une fois finalement qu'on a nos réponses, on va être capable d'adresser les bonnes problématiques avec la solution finalement qu'on est capable de vous proposer. Donc voilà globalement comment identifier un bon cas d'usage. C'est vraiment se poser les bonnes questions, essayer d'y répondre de manière être assez franc, être assez honnête entre guillemets avec soi-même, si je peux me permettre. Mais l'objectif, voilà, c'est comme ça qu'on identifie un bon cas d'usage. Et donc finalement, pardon Julie, sondage, sondage. Vous avez un deuxième sondage qui va où on vous pose la question, voilà, avez-vous des pistes de cas d'usage qui pourraient être traitées avec une solution de réalité augmentée industrielle? On vous laisse répondre. Voilà, je vois que ça répond, hein, c'est bien, hein, c'est que du oui. Pardon. Ah, on a un nom. Deux noms. Ok. Vous pouvez, de toute façon, vous pouvez retourner dans le sondage au fur et à mesure. On va essayer d'avancer parce que pour pas trop vous mobiliser, surtout qu'on est temps d'avoir un peu de Q&A à la fin. Ouais, allez, j'avance. Donc là, on a beaucoup parlé finalement de méthodes, de chiffres. On va rentrer un peu dans le concret. On va vous présenter en 3 slides un petit peu comment on peut digitaliser un mode opératoire. Alors, on l'a dit en début de webinaire, l'objectif, c'était pas de présenter Spectral aujourd'hui, mais bon, pour cette partie, on va très rapidement vous présenter notre outil. Vous allez voir, c'est très rapide, je vais pas m'éterniser. Donc finalement, on a par exemple ici une plateforme web qui va nous permettre de créer du contenu. C'est ultra simple à prendre en main. C'est une fois en fait, nous, ce qu'on va appeler un scénario, ça va être votre mode opératoire. Donc là, on a une page où on va incrémenter les étapes de nos scénarios. Et finalement, qu'est-ce que vous avez à remplir? C'est simplement des champs textuels que vous pouvez remplir. Vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. L'idée, c'est quand même que ce soit en lien avec vos procédures. Donc finalement, on a un nom d'étape, on a une description, on a les équipements sur lesquels on va travailler. Et des médias, pardon, photo, vidéo, audio.
modèles 3D et fichiers PDF qu'on va pouvoir visualiser en plus dans la lunette qui vont apporter une information à la personne. Donc, une fois finalement qu'on a rentré tout notre contenu dans cette plateforme web, on va pouvoir positionner tout ce contenu-là dans notre environnement réel. Et donc, finalement, on va positionner des équipements à un endroit, à une position donnée, souhaitée, pour qu'à chaque fois qu'on revienne justement devant cette machine-là et qu'on lance notre mode opératoire maintenance de niveau 1, entre guillemets, eh ben, les différentes étapes de notre scénario vont s'afficher au bon endroit avec les bons équipements et les bonnes informations. OK ? Et donc, finalement, comment utiliser la solution? C'est comme ça que ça se passe. On a un tableau de bord qui va nous guider vers les différents points sur lesquels on va devoir aller travailler et sur lesquels on va pouvoir aller interagir. Donc, on est allé très rapide sur cette partie-là. On pourra y revenir si vous voulez dans les questions-réponses. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je vois une question qui est très intéressante. Je vais répondre, celle de Maxime. Si je suis amené à déplacer ma machine, dois-je recalibrer la RA? Alors, il y a deux façons. Je vais répondre de manière très simple, Maxime. Le premier sujet, c'est qu'on a deux manières finalement de positionner un contenu, soit avec un QR code, soit avec une compréhension spatiale de l'environnement. La première méthode que je viens de proposer, Maxime, avec le QR code, te permettra, si tu déplaces ta machine, de ne pas avoir besoin de recalibrer ton scénario. Le QR code va être l'origine finalement de tous les points qui sont dans ton champ de vision et pourra te permettre de transposer ton scénario entre guillemets d'un pays à un autre ou d'une usine à une autre. On s'est compris. Et la deuxième manière de positionner un scénario, c'est sans QR code, c'est avec la technologie embarquée dans HoloLens qui fait un mapping de l'environnement dans lequel elle se trouve et à travers lequel elle est capable de positionner les points et de les faire réapparaître à la prochaine fois qu'elle revient. Mais donc voilà, Maxime, tu n'as pas besoin de recalibrer ton scénario si tu as un QR code. Voilà, donc je laisse la parole à Baptiste qui va enchaîner et terminer avec les leviers de performance économique de la réalité augmentée. Je te laisse te mettre en mute. Ouais, et je coupe ton micro. Ouais. Ok. Alors, on va finir sur ce sujet-là qui a été un peu introduit par Johan, en fait, indirectement. Tout à l'heure, quand on a vu les ratios de qualité, etc., et du TRS, en fait, c'est ce qu'on voulait vous montrer ici. Donc, pour rappel, effectivement, je pense qu'on l'a assez répété, mais je le remets quand même. Ce qu'on va adresser, c'est toutes les opérations manuelles, entre guillemets, qui affectent les temps d'arrêt, le downtime, ou qui génèrent des coûts de non-qualité. C'est hyper important de retenir ça vraiment parce que la non-qualité, en fait, il y en a partout, dans toutes les usines. Et qu'en déployant une techno, une solution qui est finalement assez simple, très peu contraignante, on arrive à avoir des super résultats. Alors, comment on calcule le retour sur investissement sur ce type de solution? C'est assez simple, en fait. Le premier sujet, c'est les résultats attendus par les clients. Souvent, les clients, ils ne vont pas tout de suite rentrer dans cette logique de ROI. Ce qu'ils vont surtout regarder, ce sont les temps d'opération. Donc, combien de temps je fais à faire mon opération avec et sans la RA. Et surtout, ce qu'on appelle le bond du premier coup. En gros, c'est est-ce que mon opérateur, est-ce que mon technicien, il va faire son opération sans erreur, donc sans se tromper. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour ça? Ça veut dire qu'en gain direct, la réalité augmentée va vous permettre d'économiser du temps opérateur. OK. Et en gain factuellement indirect, là, on va repartir sur les temps d'arrêt de machine ou la non-conformité. Alors, sur le cas, ça c'est le cas, c'est un cas client réel d'un client qui est dans l'industrie pharmaceutique. En gros, ce cas client, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'il y avait une opération, donc le cas d'usage, c'était des changements de format, changement de série, peu importe. Il en faisait 200 par an, 30 minutes. 10% de ces opérations avaient des erreurs. OK. Le temps de résolution des erreurs, c'est 1 heure. Alors, ça, c'est hyper important à comprendre. C'est-à-dire que souvent, on gagne plus de temps en faisant moins d'erreurs, donc moins d'erreurs à résoudre, que sur l'opération elle-même. C'est-à-dire que là, une erreur coûte plus de temps que l'opération elle-même. Donc, ça, c'est une notion qui est hyper importante.
Et donc, pour déployer la solution de réalité augmentée, le client en question investit 20 000 euros, d'accord? Bon, le ticket d'entrée, il y a eu pas mal de supports, etc. Si vous avez des questions de prix, on pourra en parler après. On est assez transparent sur le sujet, donc il n'y a pas de souci. En gros, voilà, le ticket d'entrée était à 20K et là-dedans, j'inclus les lunettes de réalité augmentée. Eh bien, les résultats qu'on a eus, alors qui sont assez impressionnants, c'est qu'on a clairement pas diminué, mais on a supprimé les erreurs opérateurs pendant les changements de format. Pourquoi? Parce que l'opérateur, il est guidé étape par étape. Et donc, le guidage étape par étape, ça permet vraiment d'éviter les erreurs, les petits oublis en fait, qui sont humaines en fait. Quand on fait une tâche, ça peut tous nous arriver d'oublier de faire quelque chose. Et donc voilà. Et enfin, on a diminué de 80% le temps des changements de format, donc de l'opération elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction du coût opérateur, du coût de l'erreur, etc., on a fait gagner 319 000 euros sur un an aux clients, pour vous donner un ordre de grandeur des ROI. Alors évidemment, là c'est beau et tout, mais ça va vraiment dépendre. Il y a deux notions à évaluer de votre côté. Ça va être combien coûte une erreur, en prod ou en maintenance, peu importe. Soit ça, c'est vous connaissez le coût de votre erreur, à ce moment-là, vous serez capable de chiffrer un ROI, ou combien coûte en gros mon temps d'arrêt machine. Ou comme disait Johan tout à l'heure, qu'est-ce que je vais gagner en plus si je produis plus, c'est-à-dire si je peux faire plus de quantité en moins de temps, etc., etc. Voilà, donc ça c'est juste la représentation graphique du sujet. Une opération qui coûtait 618 000 euros à l'année coûte désormais 278 000 euros. Voilà, ce qui n'est forcément pas négligeable. Voilà, et ça c'est sur une opération. Donc imaginez ça appliqué à plusieurs postes dans l'usine, plusieurs opérations de maintenance, production, etc. Voilà, écoutez, on a fini. Juste pour info, si vous le souhaitez, vous nous envoyez un mail. Julie, on a une adresse? Ouais, parfait. Donc, Julie va laisser une adresse dans le chat, une adresse mail, et on pourra vous envoyer la présentation. Deux, on a un document, si ça vous intéresse, vous nous le précisez, sur les cas d'usage. Donc, les cas d'usage qu'on vous a présentés ici de manière très, très résumée, on les a détaillés dans un document. Et on a aussi un petit ROI calculator. Donc, c'est un fichier Excel là qui va vous permettre de rentrer des informations, vos coûts horaires, etc., le coût des opérateurs, le temps de vos opérations. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir calculer un retour sur investissement. Voilà, on espère que cette présentation a été claire et surtout vous a aidé à comprendre les enjeux de la réalité augmentée. On est encore en phase d'évangélisation sur le sujet, comme tous nos confrères. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et là, il nous reste, on va dire, un quart d'heure. Ouais, voilà. Si vous avez des questions, allez-y sur le chat. On va essayer d'y répondre en live. Plus on écrit, mais maintenant à l'oral avec Louis et Johan. Donc, on vous écoute. Alors, sur tes questions, ouais, moi je vais. Tiens, tu coupes ton micro, s'il te plaît, Baptiste. Ouais. Je vais. Louis. Je vais répondre à une question qui m'a été posée par Jean-Louis tout à l'heure, Jean-Louis Gelot. Comment est-ce que un point de réalité augmentée est attaché à une vanne, par exemple? Est-ce que ça se fait par GPS ou par reconnaissance de l'image? En fait, pour vous expliquer à tous, aujourd'hui, on utilise la HoloLens de Microsoft, qui est une lunette qui est dotée de plusieurs caméras, et grâce à une technologie qui s'appelle la stéréoscopie, la lunette va être capable de modéliser en 3D son environnement. Et en fait, sur cette modélisation 3D, elle en fait entre guillemets une image 3D. Et en fait, à travers cette image 3D, nous, ce qu'on va faire avec notre surcouche logicielle, c'est de venir positionner l'origine de nos axes X, Y, Z. Et à travers cette origine-là, on va donner des positions à tous les équipements, donc tous les points orange qu'on va avoir dans notre champ de vision. On va leur donner une position. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va revenir finalement dans l'environnement, tous les points vont pouvoir réapparaître parce que la lunette va reconnaître son environnement.
Donc, à aucun moment, ça va être attaché à un équipement précis, une vanne, par exemple. C'est vraiment des positions X, Y, Z, des coordonnées. Et en fait, ça, c'est la première méthode. Et en fait, si on ne souhaite pas passer par cette méthode-là, parce qu'on est dans un environnement qui est en mouvement ou sur une machine qui risque d'être déplacée, alors à ce moment-là, on va utiliser un QR code, pardon. Et ce QR code fera office, finalement, d'origine X, Y, Z de nos différents points. Donc, voilà comment ça marche à ce niveau-là. Donc, il y a d'autres questions. Il y avait la question sur adaptable à tout type de lunettes. Ouais, alors Maxime, aucun problème pour porter la HoloLens avec des lunettes de vue. Ça s'adapte. En plus de ça, l'outil va venir s'adapter à la vision de la personne. Donc, elle va prendre en compte, par exemple, la distance interpupillaire. Elle va venir prendre en compte la façon dont on a de bouger nos yeux, etc., etc. Vraiment, il y a une adaptation de la lunette qui se fait à la personne qui les porte pour optimiser finalement le confort, éviter tout ce qui est maux de tête, etc. Mais vraiment pour offrir une expérience qui est vraiment assez agréable. Je rebondis sur un point, une question, et puis après on va revenir. On entend? Oui, ouais, on t'entend. Ok. Une question très intéressante de Sébastien, et après on remontera le fil. Mais effectivement, notre ROI calculateur ne prend pas ça en compte. Vous avez tout à fait raison. Et en fait, nous, si vous avez des pistes pour nous aider là-dessus, en fait, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de demandes en formation, donc on en fait. En tout cas, notre solution est utilisée pour la formation. Et c'est toujours compliqué d'évaluer le retour sur investissement de la formation. Alors évidemment, il y a le temps de formateur. Il y a le fait que la personne qui sera formée sera plus opérationnelle, plus vite, etc. Mais d'essayer de cadrer ça dans un calcul de retour sur investissement, on va dire universel, puisque c'est le but de notre document ici, c'est compliqué. Donc on serait ravis d'échanger avec vous par la suite. De toute façon, on va tous vous envoyer la présentation, les numéros pour nous joindre, etc. etc. Donc voilà, et je crois qu'il y avait d'autres questions, Louis. Ouais, alors la robustesse de l'équipement, jusqu'à présent, nous on n'a jamais eu de casse. Il n'y a pas de problème pour utiliser la solution dans un endroit où il fait chaud ou il fait froid. Franchement, ça marche. Il faut juste respecter les températures maximales de la lunette. Comme pour un ordinateur, je crois que ça ne va pas en dessous de moins 5, moins 6 degrés. Peut-être que j'ai une connerie, mais il faut que je vérifie. Mais franchement, il n'y a pas de problème avec l'environnement en soi. Rebia, donc c'est quoi la différence entre l'ARA et les autres outils de simulation des lignes de production, Arena, plan de simulation? Plan de simulation, il me semble qu'on est plus sur du digital twin proposé par Siemens. Donc on est vraiment du digital twin animé où vraiment on va avoir en temps réel ce qui se passe sur les lignes, tandis que la différence, en fait, elle est simple. Là, nous, ce qu'on va simplement faire, c'est ajouter dans le champ de vision de la personne une couche logicielle qui va permettre de donner une information contextualisée, tandis que les outils de simulation des lignes de production, on va vraiment être sur quelque chose de beaucoup plus poussé, qui va vraiment plus permettre de monitorer toute une usine, entre guillemets, tandis que là, vraiment, on va aller cibler l'opération. Jean-Marie Olivier, la solution proposée par le software permettrait-elle de reconnaître des équipements électrique, par exemple, identifier un disjoncteur à actionner dans une armoire électrique dans laquelle nous aurions des dizaines de disjoncteurs semblables. Eh bien, écoutez, Jean-Marie, bien évidemment, à partir du moment où on crée un contenu et qu'on a positionné, par exemple, l'équipement en question sur lequel vous voulez actionner un disjoncteur, ce sera faisable. Donc, c'est simplement qu'il faut venir capitaliser le savoir-faire, entre guillemets, et donner la bonne information à la lunette pour qu'elle soit capable de la réfléchir à un opérateur. Donc, c'est bien sûr envisageable. Est-ce qu'il y a un clavier et une barre de recherche? Je tape ma référence de pièce et on m'indique son emplacement. Alors oui, Maxime. Alors nous, on l'a joué différemment. On l'a joué sans clavier, mais avec des filtres qui permettent dans la lunette, quand on est dans un mode qu'on appelle inspection de salle, où finalement toutes nos informations sur notre machine seront affichées en même temps, on va pouvoir filtrer avec notre outil. Et en fait, on a des tags qu'on va pouvoir sélectionner et on va faire afficher simplement la référence de pièce dont on a besoin. Et on peut aussi faire avec un clavier et une barre de recherche, mais c'est moins user-friendly dans la lunette. Comment fonctionne l'assistance à distance? Alors oui, ça c'est une bonne question, Jean-Louis. Donc le remote assist, où c'est quelqu'un qui est derrière qui utilise sa lunette, qui va communiquer avec une personne qui est derrière son ordinateur. Ça peut passer par la solution Remote Assist. Donc, c'est une solution qui est proposée par Microsoft
et qui passe par Teams. Ça marche assez bien. Je vous invite à simplement taper Remote Assist Microsoft sur votre moteur de recherche. Vous verrez, il y a plein de vidéos, c'est assez bien expliqué et c'est très facile à déployer pour le coup. Sur la question d'Antoine, elle est hyper intéressante. Conduite du changement. Ouais. Alors, pour le personnellement jeune, pas forcément familier avec les outils numériques, la réticence au changement n'est pas trop grande. Autrement dit, selon votre expérience, est-ce que ce genre d'outil est plus facile ou plus compliqué à mettre en place que des aides type tablette? Alors, Antoine, à vrai dire, j'ai eu les deux cas. J'ai eu des publics, on va dire, de personnellement jeunes avec qui ça s'est très bien passé et d'autres avec qui ça s'est un peu moins bien passé. Et donc, pour ceux avec qui ça s'est moins bien passé, en général, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de vraiment mettre en place une communication très simple. On va vraiment droit au but, on explique les objectifs à ces personnes-là. Et en fait, rapidement, on leur fait prendre l'outil en main petit à petit. Et rapidement, on arrive à avoir des résultats intéressants parce que ces personnes-là deviennent vraiment des utilisateurs assez clés pour la solution et finalement apprécient de travailler avec ce genre d'outils parce qu'il y a une vraie évolution dans leur métier et donc ils y voient vraiment beaucoup d'intérêt in fine. Ouais, c'est assez intéressant d'observer le avant-après en fait sur le sujet, Antoine, et de voir. On a pu voir chez des clients, ils ont filmé les techniciens avant et après l'utilisation, et avant effectivement où, comme tu le décris en fait, ils sont pas forcément, ils ont pas familiers, ils ont pas envie qu'on vienne les embêter avec un casque sur la tête. Et à la fin, ils sont les premiers à dire OK, je prends. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on va chercher en fait. Et comme disait Louis, le meilleur moyen d'arriver à ça, c'est de les faire utiliser la solution. Voilà. C'est la meilleure preuve en fait, l'utilisation. Alors, je vois deux questions en lien avec l'interfaçage de la solution spectrale avec le GMAO et des solutions, un système ERP comme SAP. Donc, la réponse est oui. On sait que la data qui est générée sur le terrain est ultra importante et l'objectif, c'est de venir interfacer toute cette donnée-là avec justement vos bases d'enregistrement qui vous permettront d'avoir un suivi optimal de vos opérations et de vos différents équipements. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On est ouvert à tout type de système ERP, de GMAO. Enfin, là-dessus, on vient s'adapter à vos besoins. Est-ce que Spectral est compatible avec Remote Assist? Alors, donc, Jean-Louis, pour information, donc c'est deux logiciels finalement qu'on va venir installer sur le même device. Et comme la HoloLens, par exemple, fonctionne comme un ordinateur, il n'y a aucun problème. Les deux solutions peuvent être installées sur le même casque et on peut créer des ponts effectivement avec Remote Assist, avec un bouton qui peut permettre de déclencher par exemple l'ouverture de l'application en cas d'urgence. Quel est le coût de mise en place de la solution spectrale? Donc aujourd'hui, la licence qu'on propose est au tarif de 10 000 € pour prix d'entrée, pour avoir accès à la plateforme de création de contenu. Et une fois qu'on a accès à la plateforme de création de contenu, il faut des licences qui vont permettre d'utiliser la solution dans les casques, dans les HoloLens. Et le coût ici de 2 000 € supplémentaires par an. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions à arriver. Un moyen simple pour tester votre solution directement chez nous. Alors oui, Nicolas, la première possibilité, c'est d'être capable en fait, on peut faire un petit POC. On vient une journée, si vous avez un cas d'usage qui vous semble pertinent, on l'étudie un petit peu ensemble juste avant. Et une fois que ce cas d'usage-là est identifié, on vient le tester, on identifie les premières pistes de ROI. Et l'idée derrière, c'est d'être capable de se projeter sur une phase de déploiement où vous prendriez une solution et nous, on vous accompagnerait justement sur cette phase d'utilisation pour maximiser l'usage, pour calculer votre ROI, pour travailler sur le change management et tout ce qui s'ensuit. Alors, comment votre solution se différencie-t-elle de celle de Guides de Microsoft? Alors, Johan, c'est une très bonne question. Donc, aucun problème, Nicolas, je te remercie pour les questions. Donc, Johan, c'est une très bonne question. On a deux solutions dont l'objectif est clairement le même. Je vais pas vous cacher. L'objectif, c'est vraiment de guider un opérateur pas à pas sur une opération. La différence, c'est que Guides, donc c'est une solution qui est proposée par Microsoft, qui n'aura pas les possibilités que nous, on va offrir plus tard. L'objectif de notre solution, c'est de venir s'interfacer et de se marier finalement dans votre environnement. C'est de vous accompagner avec un ensemble d'experts qui vont vraiment vous expliquer comment bien mettre en place la solution dans votre environnement. Et en plus de ça, on va tout ce qui est interfaçage,
on sera capable de le faire, tandis que Guide, vous ne serez pas capable d'aller jusque-là. On va travailler sur votre digital twin, où on va essayer de référencer l'ensemble de vos équipements, de vos composants, qui vont permettre vraiment de construire un socle intéressant. On a une fonction reporting qui est beaucoup plus détaillée que ce qu'on peut retrouver dans Guides. On va vraiment avoir une analyse très précise de ce qui est fait sur vos opérations. Donc Guides, attention, est une très bonne solution. Hein. Je dis pas ça. Hein. C'est une solution qui est vraiment pour le coup très. Je pense qu'elle est beaucoup plus pertinente sur de la formation que sur de l'opération très très opérationnelle entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je sais pas si tu veux rajouter un truc, Baptiste. Ouais. Ouais. Le sujet aussi, c'est en fait Spectral se positionne vraiment comme un software as a service. Et les briques en fait techno vont arriver, commencent à arriver et arrivent de manière assez régulière. Un avantage qu'on a par rapport à d'autres solutions concurrentes, c'est des questions hyper saines, donc j'aime bien répondre. Ça va être aussi le positionnement spatial, on va dire, de notre solution. C'est-à-dire que nous, on a un repère qui est soit spatial, donc lié à l'environnement avec des coordonnées X, Y, Z de vos points d'intérêt, en fait, ou QR code. Vous avez plusieurs possibilités. Il y a certaines solutions, par exemple, qui vont proposer que du repérage via du QR code. Donc, à chaque fois que vous arrivez devant, par exemple, une chaîne de prod, je ne sais pas quoi, vous devez scanner votre QR code pour pouvoir avoir les informations qui s'affichent. On part aussi là, on va livrer très prochainement la mise en place de scénarios conditionnels. Scénario conditionnel, ça veut dire quoi? Pour ceux qui sont de la maintenance, ça va être les arbres de décision, les arbres de faute. Et ça, vous allez pouvoir le construire dans la solution. Donc ça aussi, c'est une feature qui va être assez unique sur le marché. Et on va pouvoir vous permettre vraiment de construire ça. Et on sait que chez nos clients, notamment pour les responsables de maintenance, c'est un vrai sujet d'avoir le bon outil pour construire des arbres de maintenance, des arbres de décision, pardon, et des arbres de défaut. Donc là, vous l'aurez intégré dans Spectral. Voilà. Et pour vous parler un peu plus en recul de ce qu'on fait, notre développement produit est basé sur un cycle de développement en sprint, c'est-à-dire qu'on va livrer des choses de manière très régulière à nos clients. Et comme c'est du software as a service, eh bien, vous avez ça à disposition directement dans la solution implantée chez vous, sans qu'on ait besoin de venir installer des choses, etc. etc. Donc, voilà, j'espère que ça répond à la question un peu sur la concurrence. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Maxime qui est en train d'écrire qui est en train de taper. Ok, merci Sébastien. On va attendre, je ne sais pas s'il y a une autre question qui arrive, sinon on va finir. De toute façon, Julie, si vous remontez dans le chat, elle vous a laissé les adresses mail. Quoi qu'il arrive, on va tous vous recontacter pour vous envoyer les documents. Donc, vous aurez une adresse mail. Alors, je prends une dernière question de Maxime. Est-ce possible d'éditer pour un opérateur? Je suis un opérateur. Suite au personnel de jour. Ouais. Alors, en fait, vous pouvez faire remonter des alertes. Et demain, on va pouvoir vous pourrez choisir, vous, en tant que décideur sur la solution, si vous voulez laisser les opérateurs éditer ou pas. Voilà. Donc, ça, vous aurez le champ libre là-dessus. Et d'ores et déjà, on peut remonter des alertes, effectivement, visuelles, textuelles, audio, lors d'un scénario, lorsqu'on est opérateur. Donc, pour faire exactement ce que tu viens de dire, Maxime. Capacité de mémoire. 60 gigaoctets la lunette, mais le contenu finalement concret est vraiment léger, donc il n'y a pas de problème particulier là-dessus, puisqu'en 3 ans d'existence, on n'a jamais eu un client qui a rempli une HoloLens en complet, et d'autant plus que toutes les données qui sont créées sont quand même hébergées sur le cloud, donc la question ne se pose pas. Ouais, voilà. Mais en tout cas, bonne question. La lunette, en tout cas, fait 60 gigaoctets. Voilà, il est 11h59. On va vous laisser aller déjeuner. Alors, Jérémy, présentation qui me permet de demander ce que j'avais appris dans mes études. Avec grand plaisir, Antoine. Merci à vous tous. Merci. Et on revient vers vous, on vous envoie ça. Et pour toutes les questions, après, on traitera en direct, soit par email, soit par téléphone.
On revient vers vous bientôt avec un autre webinar, peut-être d'ailleurs sur le HoloLens de Microsoft pour ceux qui sont équipés, de savoir comment optimiser l'utilisation, etc., notamment avec des applis comme Spectral. Et voilà, donc on revient vers vous très vite avec un autre webinar. On va essayer de faire ça de manière assez systématique. Et puis, voilà, on vous souhaite tous une bonne journée et à très vite. Salut! Salut! Nous connaissons, on les aime bien.